Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, le Conseil des ministres de ce mercredi a débouché sur d'importantes décisions. Parmi les principales figure la création du Parc national des monts Koufé-Wari-Maro, l'acquisition d'équipements médicaux modernes pour renforcer les centres hospitaliers du pays. À suivre l'intégralité des décisions dans un instant. La ville de Cotonou accueille cette semaine un atelier régional organisé par l'Organisation internationale du travail en partenariat avec la commission de l'UEMOA destiné aux agences de promotion des investissements des États membres de l'UEMOA. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la France et le Bureau international du travail. Et puis, dans l'actualité internationale, ce mardi, Cristiano Ronaldo a déclaré que la Coupe du Monde de 2026 marquerait la dernière étape de sa carrière. Alors qu'il approche de la fin d'un parcours légendaire, l'attaquant portugais se prépare à disputer son ultime tournoi mondial, mettant un terme à plus de 2 décennies d'espoir sur les terrains. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Marina où plusieurs décisions importantes ont été adoptées. Parmi elles, la création du Parc national des monts Koufé-Wari-Maro, l'acquisition de nouveaux équipements pour les centres hospitaliers et l'extension de l'hôpital de zone à la date Fossé. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Constitution du Parc national des monts Koufé-Wari-Maro. Le gouvernement a défini une politique de conservation des espaces naturels boisés à divers endroits du territoire national pour créer un réseau de zones protégées. C'est dans ce cadre qu'une étude de faisabilité a été commanditée sur la reclassification des forêts classées des monts Koufé et de Wari-Maro en parc national. Il en ressort que ce complexe forestier est encore bien conservé, dispose de ressources tant floristiques que fauniques pour lui conférer ce statut et que les populations, les dignitaires de même que les autorités locales des communes et villages riverains adhèrent à ce projet. C'est pourquoi, en adoptant le présent décret, le Conseil a instruit le ministre chargé du développement durable d'en assurer l'application diligente. Au chapitre des communications, en point 1, acquisition de divers équipements au profit de centres hospitaliers. Cette opération vise à renforcer le plateau technique des unités d'imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga et du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou en les dotant de serveurs informatiques, de consoles de lecture et de consoles de post-traitement d'images, de robots graveurs, de négatoscopes ainsi que d'un ensemble d'équipements de visioconférence. Le but poursuivi est de moderniser la gestion et la diffusion des données médicales, sécuriser le flux des examens et, surtout, garantir l'accessibilité aux résultats dans un délai réduit. Ce faisant, la qualité de la prise en charge des patients et la performance du plateau technique hospitalier devraient être optimales. Le Conseil s'est donc prononcé pour la contractualisation avec un groupement spécialisé en vue de l'acquisition et de la mise en service de ces équipements. En point 2, extension de l'hôpital de zone à la date Fossé en vue de l'érection d'un service des Grands Brûlés. Depuis sa mise en exploitation, cet hôpital connaît une telle affluence dans sa fréquentation que sa capacité d'accueil est dépassée, notamment au niveau des services de la pédiatrie et de la maternité. Dans le but d'apporter une réponse à cette préoccupation, pour faire suite à l'autorisation du Conseil, les études techniques et de conception architecturale ont porté sur l'augmentation du nombre de lits de 65 actuellement à 150, l'érection d'un service des Grands Brûlés et celui de la traumatologie. En effet, tenant compte de la recrudescence des cas critiques de brûlés référés au dit hôpital par suite d'accidents graves de la circulation, il apparaît nécessaire de disposer d'une unité de prise en charge des Grands Brûlés conforme aux normes internationales afin de faire efficacement face à l'afflux de patients. Enfin, il est noté que depuis l'ouverture de la zone industrielle de Glodjigbe, les résidents et le nombre de travailleurs connaissent un accroissement
d'où les besoins supplémentaires en soins de santé. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise expérimentée aux fins de réaliser ces aménagements devant faciliter la fonctionnalité optimale de cet hôpital. En point 3, construction d'un village de vacances Club Med à Vlekete dans la commune de Ouida. C'est une composante du portefeuille de projets structurants destinés à développer le secteur hôtelier béninois en vue d'améliorer l'offre touristique. Il s'agit de créer un village haut de gamme sur une superficie d'environ 25 hectares avec une offre de restauration de qualité. Le complexe comprend 336 chambres dont 30 suites de haut standing, 2 restaurants, 4 piscines, un spa de marque internationale ainsi qu'un espace bien-être. Y figurent également des terrains de tennis, de padel et de multisports, sans compter les activités nautiques. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec une entreprise qualifiée, les travaux devant être conduits dans un délai de 2 ans. Je vous l'annonçais en titre, l'Organisation internationale du travail, en collaboration avec la Commission de l'UEMOA, organise un atelier régional à l'intention des agences de promotion des investissements des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette rencontre, qui se tient à Cotonou, s'inscrit dans le cadre du partenariat France-BIT et vise à renforcer les capacités des API pour promouvoir et évaluer les investissements directs étrangers, contribuant à la création d'emplois et au développement durable dans la région. Romaric Dossa et Bernardin Bonoubo pour le reportage. C'est une rencontre de marque ce mercredi 12 novembre 2025 à Cotonou, initiée par l'Organisation internationale du travail en collaboration avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et financée par la France. Elle vise entre autres à renforcer la capacité des agences de promotion des investissements en matière de promotion et de facilitation des investissements durables pour la réalisation du travail décent. Vous êtes appelés à faciliter des investissements responsables, à accompagner les entreprises, notamment locales, dans la mise en œuvre de pratiques durables, entreprises locales comme internationales, et à mesurer l'impact réel des investissements directs étrangers sur la création d'emplois, les conditions de travail et le développement local. L'OIT est pleinement engagé à soutenir les agences de promotion des investissements dans cette transformation. Mesdames et messieurs, le développement durable et le travail décent ne sont pas des ambitions parallèles à la croissance économique. Ce sont des objectifs qui sont des conditions même de réussite et de stabilité de cette croissance économique. Pendant les 2 jours que vont durer les travaux, les participants partageront des exemples concrets de bonnes pratiques et approfondiront leur compréhension des principes de la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales afin d'améliorer le dialogue avec les investisseurs et de renforcer la conduite responsable des entreprises. Je tiens à saluer la qualité de la coopération entre l'OIT et la Commission de l'UEMOA. Coopération qui sera prochainement formalisée par la signature d'une convention de partenariat. L'appui constant et multiforme que le BIT apporte à la Commission de l'UEMOA contribue de manière significative au renforcement des capacités des États membres en vue d'intégrer dans leur politique et stratégie les standards internationaux en matière d'investissement durable et responsable dans l'espace UEMOA. La présente formation, à laquelle nous participons, en constitue une illustration concrète. La CNUSEP est prête à poursuivre avec tous ses partenaires la réforme du cadre juridique international des investissements et on est prêt à continuer et à renforcer notre travail avec l'UEMOA, avec l'OIT et tous les partenaires en veillant à y intégrer des dimensions essentielles du droit de réglementer dans l'intérêt public, qu'il s'agisse de l'environnement, de la santé ou du travail. Plusieurs communications sont inscrites à l'ordre du jour, dont celle axée sur le rôle des agences de promotion des investissements et comment les investissements directs étrangers contribuent-ils à la réalisation du travail décent, animée par José Laporte de l'OIT. C'est un espace d'échange qui va nous permettre de réfléchir sur des investissements qui se traduisent par des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, qui aident à traduire le travail décent en action
pour les hommes et les femmes de l'espace UEMOA. La question de la cohérence des politiques est très importante pour faire du travail décent une réalité. Il y a également la question de la cohérence et d'une approche harmonisée au niveau de l'espace UEMOA, de façon à attirer des investissements au niveau de l'UEMOA qui vont se traduire de façon cohérente à de la création d'emplois. Donc, toutes ces questions sont importantes à prendre en considération. Des indicateurs de suivi sont très importants pour faire en sorte également qu'on peut évaluer si effectivement les investissements qui sont venus se traduisent par des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Donc, toute l'importance de la question d'avoir les bons indicateurs au niveau de l'espace UEMOA est également très intéressante et c'est un aspect qu'on va pouvoir discuter lors de ces 2 journées avec les agences de promotion des investissements de l'espace UEMOA. Au terme de cet atelier, des recommandations communes seront formulées pour intégrer les priorités du travail décent dans les stratégies de promotion des investissements et dans les outils de suivi et d'évaluation de l'impact des investissements directs étrangers au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Chacun est donc invité à une participation active pour l'atteinte des objectifs escomptés. Et dans le reste de l'actualité, le Parti Les Démocrates est monté au créneau ce mardi pour dénoncer le rejet de ces listes de candidatures aux élections communales de 2026. Réunis au siège du parti à Cotonou, les responsables de la formation politique ont tenu un point de presse au cours duquel le secrétaire à la communication, Guy Dossou Mitokpe, a lu une déclaration officielle. Suivant. Des observations qui nous ont été faites, que nous avions l'obligation de régler en 72 heures. Le Parti Les Démocrates a tout mis en œuvre pour que nous puissions être à jour. Seulement, que pour certaines pièces, comme les quitus fiscaux, les quelques certificats de nationalité, alors que les nôtres avaient déjà reçu des notifications pour le retrait de ces dites pièces, l'administration publique, sachant très bien que nous étions pris dans un étau de 112 heures, a refusé de distribuer les pièces qui pourtant étaient déjà prêtes. Je vais repréciser. Parmi les quelques observations qui nous ont été faites, ceux qui étaient sur nos listes avaient déjà reçu les notifications que les documents étaient prêts. Et alors que l'administration devait faire diligence pour leur remettre les dossiers, parce qu'ils savaient que nous étions sous le taux des 72 heures, ils sont restés sur les documents. Ils ont refusé de délivrer les documents qui étaient déjà prêts et déjà imprimés. Nos candidats et mandataires ont été intimidés. Malheureusement, certains arrêtés. Le jeudi 6 novembre 2025, nos mandataires et même des candidats présents à la direction des impôts se sont vus refuser la remise des quitus. Ce refus s'est poursuivi jusqu'au vendredi 7 novembre 2025, après 14h03, heure limite de dépôt de la complétude au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Pendant ce temps, un parti comme les FCBE, qui était déjà hors délai des 112 heures, s'est vu accorder de nombreuses faveurs. La Commission électorale nationale autonome leur a permis de recevoir des compléments de dossiers jusqu'au samedi, pendant qu'ils n'étaient plus dans le délai. Un constat d'huissier a été fait à ce propos et l'attention du président de la Sénat a été attirée parce que nous les avons pris la main dans le sac. Alors qu'ils étaient hors délai, on les a vus à la Sénat en train de faire des compléments. Nous avons appelé nos huissiers pour faire le constat et nous avons attiré l'attention de M. Saka Lafia sur ce qui se passait au sein de cette commission. À l'heure même où nous vous parlons, les FCB sont encore à la Sénat en train de procéder à des réajustements et des compléments de dossiers et des pièces manquantes. Mais pendant ce temps, la Sénat les a déjà déclarés retenus. On les a déjà déclarés retenus. Et ils continuent jusqu'à l'heure où je vous parle de compléter et de faire des réajustements. Qu'ils n'oublient pas que ceux qui sont au niveau de la Sénat sont aussi des Béninois, qui ont des parents, qui ont des amis. Et nous savons tout ce qui se passe à l'heure où je vous parle au niveau
de cette Sénat. Le Parti Les Démocrates regrette le 2 poids 2 mesures et condamne l'influence inacceptable de ce régime sur les institutions chargées d'organiser les élections dans notre pays. Ce que nous apprenons se met progressivement en place, à savoir l'exclusion du principal parti d'opposition de toutes les compétitions électorales. C'est le lieu pour nous, pour fortifier et pour vous montrer que nous sommes dans la vérité, d'appeler à un audit de tous les dossiers des partis politiques en compétition à la Sénat, afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le jeu flou de cette commission électorale nationale autonome. Donc nous appelons à un audit. Il faut auditer ce qui se passe à l'heure où je vous parle au niveau de la Sénat. Le Parti Les Démocrates réaffirme sa volonté de compétir à toutes les élections et se battra pour que cela soit une réalité. Nous rejetons cette malheureuse décision de la Commission électorale nationale autonome et nous saisissons toutes les voies de recours afin que la vérité soit connue. Dieu garde et bénisse le Bénin. Je vous remercie. Place à présent à l'actualité internationale. La Cour d'appel de Libreville a rendu ce mercredi une décision historique. Sylvia Bongo et son fils Noureddine, respectivement épouse et fils de l'ancien président gabonais Ali Bongo, ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Une sentence prononcée en leur absence ainsi qu'en celle de leur avocat pour détournement massif de fonds publics, blanchiment de capitaux, usurpation de titres et faux en écriture. Le reportage. 20 ans de prison ferme et 100 millions de francs CFA d'amende, c'est la peine prononcée par la Cour criminelle spécialisée de Libreville à l'encontre de l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndiba, et de son fils aîné, Noureddine Bongo Valentin. Après 2 jours de procès tenus en leur absence, les 2 accusés ont été reconnus coupables d'un ensemble d'infractions, parmi lesquelles le détournement de fonds publics, le recel, l'usurpation de fonctions, la corruption active, le blanchiment de capitaux ou encore l'association de malfaiteurs. 10 anciens collaborateurs du clan Bongo, également arrêtés après le coup d'État d'août 2023, comparaissent encore devant la même juridiction. Ils sont poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Sylvia Bongo et son fils, installés à Londres, ne se sont pas présentés à l'audience. Leur avocat dénonce un procès mené dans des conditions qui, selon eux, ne garantissent pas un jugement équitable. Une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée en France en mai 2024 par Ali, Sylvia et Noureddine Bongo, qui possèdent la nationalité française. Ce mardi 11 novembre, l'Angola a célébré le 50e anniversaire de son indépendance vis-à-vis du Portugal, proclamé le 11 novembre 1975. Un demi-siècle plus tard, malgré 2 décennies de paix, le pays demeure confronté à une forte dépendance au pétrole et à de profondes inégalités sociales. À Luanda, le président João Lourenço a prononcé un discours revenant sur les principaux défis auxquels l'Angola doit encore faire face. Suivant. Sur la place de la République à Luanda mardi, des dizaines de soldats, de musiciens et de chars ont défilé pour marquer les 50 ans d'indépendance de l'Angola. Le président João Lourenço a présidé la cérémonie depuis les tribunes du mémorial de l'indépendance. Nous saisissons cette occasion unique pour construire ensemble une société inclusive, offrant des chances égales à tous les citoyens. Les défis sont énormes et extrêmement complexes. Nous devons nous concentrer sur les actions et les initiatives qui contribuent à résoudre les nombreux problèmes auxquels le pays est encore confronté. Le chef de l'État angolais a également exprimé son inquiétude face aux crises qui secouent plusieurs régions du continent. Il milite pour une meilleure collaboration africaine face aux défis régionaux. La situation instable dans les pays africains du Sahel, les guerres au Soudan et en République démocratique du Congo qui menacent de balkaniser ces pays méritent toute notre attention. Le fléau des coups d'État et des changements inconstitutionnels en Afrique a repris de la vigueur et prend des contours inquiétants, avec la destitution du gouvernement légitimement élu dans plusieurs pays de notre continent.
L'Angola a obtenu son indépendance du Portugal le 11 novembre 1975 au terme d'une longue lutte anticoloniale. Le pays a ensuite traversé 27 ans de guerre civile avant de retrouver la paix en 2002. À Genève, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les autorités tanzaniennes à ouvrir des investigations sur les décès et les violations signalées lors des récentes élections. L'ONU exige que la lumière soit faite sur le sort des personnes portées disparues et demande la restitution des corps des victimes à leurs familles. Suivant. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle à l'ouverture d'enquêtes en Tanzanie après les meurtres et violations signalés lors du scrutin tenu le 29 octobre dernier. Dans son rapport, l'organisation indique qu'à la suite du vote, plus de 150 personnes ont été arrêtées sans que le fondement juridique de ces détentions soit clairement établi. Parmi elles figurent des enfants accusés de trahison et transférés vers des lieux tenus secrets. De nombreuses familles continuent de rechercher désespérément leurs proches dans les commissariats et hôpitaux. Le nombre de morts se compterait par dizaines, bien qu'il soit difficile à vérifier en raison de la coupure d'Internet intervenue pendant le scrutin. L'agence onusienne déplore en outre que les forces de l'ordre aient tenté de dissimuler le nombre de morts en retirant les corps des rues et des hôpitaux. Enfin, le rapport exige la libération immédiate des opposants politiques ainsi que la conduite d'enquêtes complètes et transparentes afin de faire toute la lumière sur ces graves violations des droits de l'homme et de traduire les responsables en justice. C'est ainsi que s'achève cette édition sur Speedline TV. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.